Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc Josué Schwartz, fraîchement diplômé de l'IFMK d'Alsace. Je vais commencer à exercer dans quelques jours du coup dans un cabinet proche de Strasbourg. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie tout d'abord Sophia de nous donner l'opportunité et la chance de présenter nos mémoires un peu. On était un peu frustrés avec le confinement, mais c'est bon, c'est réglé. Je remercie aussi ma directrice de mémoire, Madame Myriam Momi-Bertrand, et l'ensemble des personnes qui ont participé de près ou de loin à ce mémoire. Comme j'ai l'honneur de commencer la soirée, je remercie aussi Claire, Clarine et Jean-Baptiste qui m'accompagnent pour cette visioconférence. Alors, on va s'attaquer maintenant au vif du sujet, à mon mémoire. Alors, je tiens à déclarer que je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec ce mémoire et il se nomme donc les représentations des collégiens du Bas-Rhin et de leurs parents concernant la lombalgie non spécifique. Alors finalement, pourquoi ce sujet? La lombalgie, ça va toucher beaucoup de monde, ça va toucher nous, ça va en tant que patient, en tant que thérapeute. Et quand on regarde un peu la littérature, finalement, les adolescents, ils sont exclus de la majorité des études, des guides de pratique, de tout. Et pourtant, il y a des études qui ont été menées même en Alsace et qui montrent que près de 28% des filles et 16% des garçons, donc collégiens, ont mal au dos plus d'une fois par semaine. Alors c'est vrai que si l'épisode est aigu, finalement, il n'y a pas trop de conséquences, mais si ça devient chronique, on parle d'une diminution de la qualité de vie, une diminution des activités, et c'est des choses quand même assez importantes, surtout quand on est jeune. Donc, contrairement à ce qui a longtemps été pensé, la majorité des lombalgies sont non spécifiques, donc 20-30% selon les études. On est tout plus autour de 40-45% dans le secteur hospitalier, mais bon, c'est normal, c'est les cas entre guillemets les plus graves qui y vont. Non spécifiques, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire sans pathologie grave sous-jacente. Alors, qui dit non spécifique dit aussi difficulté à trouver l'origine précise de la douleur. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup d'auteurs qui disent finalement, ce serait peut-être multidimensionnel, comme pour les adultes finalement. Là, il y a par exemple O'Sullivan qui a proposé un schéma. Donc, on voit que ça va du facteur biologique au facteur physique, au mode de vie, aux facteurs psychosociaux. Et donc, qui dit plusieurs domaines, dimensions, dit prise en charge basée sur le modèle biopsychosocial, donc avec une prise en charge axée sur le patient, on va dire, et pas sur la maladie. Alors, pourquoi je me suis intéressé aux représentations? Tout simplement parce que beaucoup d'études s'intéressent aux exercices, aux thérapies manuelles et le versant psychologique qui pourtant, on l'a vu, fait partie des facteurs de risque et a été très peu étudié, surtout chez les adolescents. Chez les adultes, c'est vrai qu'il y a pas mal de littérature. Chez les adolescents, en revanche, il n'y a rien du tout. Alors, je vous ai mis les drapeaux jaunes. Pourquoi les drapeaux jaunes? Parce que des représentations inadaptées, finalement, on les assimile souvent aux drapeaux jaunes. Donc ça, c'est les drapeaux jaunes, les derniers de la HAS, sortis en 2019. Et on voit catastrophisme, pensée négative, croyance négative sur l'état, la douleur. Et je vous ai mis aussi à droite, en fait, le modèle de peur-évitement. Ça va vous donner un exemple précis. Ça permet d'expliquer, par exemple, comment un patient passe de quelque chose d'aigu à quelque chose de chronique. Donc, des représentations négatives vont amener chez lui une certaine crainte du mouvement, que ce mouvement va entraîner une certaine douleur. Il a peur que ce mouvement génère ou maintienne la douleur. Donc, peur du mouvement, hypervigilance, évitement. Et puis finalement, on arrive dans un cercle vicieux où la peur de la douleur devient presque plus incapacitante que la douleur elle-même. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit exemple de comment les représentations peuvent agir sous nos douleurs finalement. Alors toutefois, ces représentations, elles n'arrivent pas toutes seules. Pour les élaborer, il y a les informations qu'on a déjà assimilées par notre vie finalement. On a tous vécu des choses. Il y a l'expérience de la maladie lorsqu'on l'a déjà eue ou lorsqu'on l'a, les quelques jours où on a déjà souffert, on a cette expérience-là. Et puis finalement, il y a une grande part environnement, surtout chez les adolescents, avec la famille, les amis, les professionnels de santé, c'est-à-dire nous, et les médias, Internet, l'assurance maladie avec sa dernière campagne, des choses comme ça. Et en fait, moi, j'ai décidé d'inclure aussi les parents parce qu'il y a pas mal d'études qui ont montré qu'il y avait finalement un lien entre, par exemple, le catastrophisme chez les parents et le catastrophisme chez les enfants. C'est pour donner qu'un seul exemple, mais vous comprenez mieux pourquoi j'ai inclus les adolescents et les parents. Alors, la méthodologie, je vais la résumer très, très rapidement. J'ai réalisé un questionnaire, un à destination des enfants, enfin des collégiens, des adolescents, et un à destination des parents. Alors, les collégiens, eux, l'ont rempli au sein d'un établissement scolaire. Comme ça, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout pour s'aider. Les parents, c'était en ligne. Malheureusement, j'étais obligé de faire comme ça. Les critères d'inclusion, ils n'étaient pas très spécifiques. C'était surtout des critères d'âge. Et il y avait une autorisation parentale qui était nécessaire et qui, on va dire, a freiné une participation à plus grande ampleur. Finalement, j'ai quand même réussi à obtenir 56 questionnaires chez les adolescents, 39 chez les parents, ce qui a fourni une base assez satisfaisante pour des analyses. Alors, pour les résultats, il y a beaucoup de résultats, donc j'ai résumé les principaux. Et dans un premier temps, j'ai interrogé leur représentation.
Alors là, c'est vrai que j'ai mis deux, trois affirmations où les représentations étaient en désaccord avec la littérature. Non pas que je voulais que montrer les résultats négatifs, mais finalement, c'est ceux qui nous intéressent le plus parce que c'est ceux qui vont avoir le plus d'importance le jour où on les prendra en charge. Si on prend par exemple, le dos est une des parties les plus fragiles du corps humain, on se rend quand même compte qu'il y a 9 parents sur 10 qui étaient d'accord avec ça et près de 8 adolescents sur 10. C'est quand même une très grande majorité. Par exemple, le mal de dos est uniquement dû au poids du cartable ou aux postures 6 parents sur 10, 5 collégiens sur 10, ce qui est pas mal aussi. Lors d'un mal de dos, plus la douleur est grande, plus la lésion est grave. Pour ceux qui ont regardé la première visioconférence, vous l'avez compris, le lien entre lésion et douleur, il n'est pas forcément réel tout le temps. Donc voilà. Et enfin, le mal de dos est toujours quelque chose de grave. Comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup de lombalgies non spécifiques. Donc finalement, pas toujours des pathologies graves. Pourtant, dans les passés des gens, il y a toujours ces représentations, on va dire, inadaptées qui persistent malgré de nombreux messages. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'études, même étrangères, mais malheureusement, elles sont réalisées chez les adultes, chez les adolescents. C'est l'une des premières études finalement. Alors, j'ai aussi questionné finalement, si vous aviez mal au dos demain, qu'est-ce que vous feriez? Et là, on se rend compte qu'un adolescent sur deux a dit, moi, je maintiendrai une vie normale, ou encore un sur 10 dit du chaud, l'huile ou des pâches, donc des choses assez tournées vers l'autogestion. Chez les parents, les résultats, ils sont assez ambigus parce que si on regarde bien, ici, on a 56% des parents qui ont dit, si moi j'avais mal au dos, je continuerai à vivre normalement. Par contre, si c'est mon enfant qui a mal au dos, là, il y a 7 parents sur 10 qui ont dit, finalement, je commencerai par aller chez un médecin. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer une telle différence? C'est peut-être en lien justement avec la question précédente. Si le mal de dos dans leur esprit est toujours quelque chose de grave, finalement, qui dit grave dit médecin. Donc voilà, c'est des petites choses intéressantes qui ont été intéressantes à noter. Et finalement, suite à toutes ces questions, j'ai dit, mais vous avez répondu grâce à quoi? Et si on regarde les collégiens, il y a trois grandes catégories qui se démarquent. C'est l'expérience personnelle, qui peut peut-être être une expérience de lombalgie. Il y a la famille, donc le lien avec les parents. Et il y a le professionnel de santé, c'est-à-dire nous, les médecins, ou peut-être les pharmaciens ou d'autres professionnels. Donc on voit qu'on a un rôle à jouer. Chez les parents, c'était deux grosses catégories. C'était les expériences personnelles, donc peut-être qu'ils ont connu déjà une lombalgie ou qu'ils ont connu des proches qui ont eu une lombalgie. Et il y a eu les professionnels de santé. Alors, il y a aussi eu beaucoup de tests statistiques. Je ne vous ai pas mis les chiffres parce que je n'ai pas envie de vous perdre au bout de 5 minutes. Mais ce qui est sorti des tests statistiques, finalement, c'est qu'on n'a pas réussi à montrer un lien entre les réponses des parents ou les réponses des adultes. Toutefois, les effectifs étaient faibles, la puissance était faible. Donc, peut-être qu'avec un plus grand effectif, on aurait réussi à montrer plus de liens. Mais ça peut être pour un futur mémoire. Alors, finalement, vous allez me dire, ouais, on parle beaucoup de tout ça, mais nous, en tant que kiné, qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc, je me suis mis dans deux cadres. Il y a le cadre préventif et il y a le cadre curatif. Préventif, prévention primaire, tout d'abord. Vous savez que dans les écoles, il y a des interventions comme le programme Aime ton dos, pour certains, si vous connaissez. Et alors, ces programmes, ils étaient surtout axés sur comment se tenir droit à l'école, le mobilier, se tenir droit. Finalement, avec ce mémoire, ça pourrait peut-être apporter une petite pierre en plus. Finalement, donner les bons messages tout de suite. Donc ça, c'est sur la prévention primaire. Prévention secondaire, l'adolescent a mal au dos, vient chez nous dans le cabinet, par exemple. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que la douleur se chronicise? C'est là où justement il va falloir agir sur ces représentations pour qu'il prenne confiance en lui, prenne confiance en son dos. Et ça va peut-être permettre d'éviter une chronisation. Pour la prise en charge curative, finalement, prendre en compte le patient et non pas que la maladie, c'est être au plus proche de ses besoins et c'est donc répondre à ses besoins. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Tout d'abord, les patients ont confiance en nous. On a tous confiance en notre médecin, on a confiance aux professionnels de santé qu'on rencontre. Les propos d'un professionnel de santé ont un impact plus fort et plus durable. Alors, tous ces pourquoi, ce n'est pas moi qui le dis, je les ai tirés d'articles. Je peux transmettre a posteriori la bibliographie s'il faut. Mais impact plus fort et plus durable. Quand notre voisin nous dit, oui, le dos, il n'est pas fragile, c'est le voisin. Par contre, quand c'est le kiné, ça a plus d'impact. Lors d'une séance, nous, les kinés, nous avons le temps d'écouter et de rassurer les patients. Pourquoi? Le médecin, souvent, c'est très rapide, ça dure 5-10 minutes. Voilà. Les kinés, c'est une demi-heure la séance. Sur 10 séances, en règle générale, ça nous laisse le temps d'aborder ces sujets que d'autres professionnels n'ont peut-être pas. Les patients, ça a été réalisé à partir d'articles. Justement, ils espèrent obtenir de nombreuses informations. Dès qu'on a mal quelque part, qu'est-ce qu'on fait finalement? On va tout de suite sur Internet chercher des informations, mais bon, on sait tous comment Internet peut très vite nous emmener sur de fausses pistes. Donc, pourquoi ce ne seraient pas les professionnels de santé qui finalement sont formés sur ce sujet qui donneraient les réponses? Les adolescents, c'est les adultes de demain.
c'est bien beau de transmettre les messages aux adultes, mais finalement, on apprend aux petits à se brosser les dents dès le plus jeune âge. Pourquoi on ne leur apprendrait pas que le mal de dos, finalement, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et il faut essayer d'y faire face. Donc, il faut les rendre autonomes. Et enfin, la puberté, c'est une période où les changements sont nombreux. On y est tous passés. On sait que les hormones travaillent beaucoup, donc il faut aussi être à leur écoute. Il faut savoir les écouter. Ils ont besoin d'être écoutés. Enfin, comment? C'est bien beau de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a de nombreux questionnaires. Pour les adultes, malheureusement, pour les adolescents, il n'y a pas grand-chose qui a été validé à l'heure actuelle. Et les questionnaires, pour avoir quelques retours du terrain, souvent on dit on est limité par le temps. Donc finalement, c'est à nous d'aller sur les sujets. Donc pourquoi pas au cours d'une séance aborder le sujet, profiter des occasions qui se présentent. En plus, il a été démontré qu'il y a un lien entre les représentations des professionnels et celles de leurs patients. Donc indirectement, même sans le vouloir, on leur transmet quelque chose. Il est donc essentiel que les représentations des thérapeutes, c'est-à-dire les nôtres, soient adaptées. C'est pour ça qu'il est intéressant de lire les mémoires, d'adhérer à des associations comme SOFIA pour être toujours à la pointe de l'actualité. Finalement, il faut passer d'une prise en charge axée biomédicale, où on parle beaucoup de l'aspect mécanique, à une prise en charge biopsychosociale, où on prend en compte l'ensemble des facteurs. Et bien sûr, dans un mémoire comme cela, comment ne pas parler de l'importance du sens donné au mot? On sait que le mot lordose, syphose, des fois, ça peut faire peur aux patients alors qu'on parle de courbure physiologique finalement. Mais c'est pour ça que le langage doit être adapté et ce genre de mémoire permet aussi de prendre conscience de cela. Alors, je vois que j'ai un peu dépassé le temps, alors je vais très vite vous dire ce que je voulais que vous reteniez. C'est les adolescents, c'est les adultes de demain. Essayons d'agir dans un cadre finalement préventif plutôt que tout le temps être dans un cadre curatif. La douleur est multidimensionnelle, ça vient en écho avec la première conférence. Donc, essayons d'avoir une approche adaptée, c'est-à-dire biopsychosociale. Prenons le temps d'écouter les adolescents et leurs parents, prenons le temps de les questionner, prenons le temps pour eux. Et je vais finir avec une petite citation de Victor Courtecuisse. Ce n'est pas un nom très glamour, mais la citation est très intéressante. C'est entre la pédiatrie et la pathologie de l'adulte se situe un no man's land où l'on trouve l'adolescent malade. On parle beaucoup des enfants, on parle beaucoup des adultes, mais n'oublions pas cette petite période qui se trouve entre. J'ai résumé beaucoup du mémoire, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Et puis, c'est parti. Allons aux questions. Merci beaucoup, merci Josué. C'était très intéressant, très clair. Il y a une question d'Émile. Alors, attends, ma question, Josué. D'ailleurs, déjà, bravo pour ta présentation. Alors, parmi les répondants que tu as eu, quelle était la proportion d'adolescents qui souffraient de lombalgie? Est-ce qu'il y avait une différence entre les réponses des ados qui avaient une lombalgie et ceux qui n'en avaient pas? Et enfin, est-ce que tu as pu identifier l'effet d'un biais de recrutement sur les réponses de ces différents groupes de répondants? Alors, merci pour la question. Alors, tout d'abord, quelle est la proportion d'adolescents souffrant de lombalgie? Je voulais demander, mais en fait, là, on parle à aspect réglementaire. Donc, en demandant à un délégué à la protection des données, leur demander s'ils avaient déjà eu mal au dos, s'apparenter à un bilan, et qui disait bilan, apparenté à CPP. Donc, c'est vrai qu'avec le temps, ça n'a pas pu se faire. C'était quelque chose que je voulais demander. Alors après, c'est faire un raccourci énorme, mais par expérience personnelle, on peut peut-être penser qu'une part d'expérience personnelle, c'est une part j'ai déjà eu mal au dos, donc je réponds en fonction de mon expérience. C'est une autoroute, c'est un raccourci énorme, j'en suis conscient, donc c'est difficile de dire ça. Donc malheureusement, je ne peux pas dire s'il y a eu une différence. La différence que j'ai pu faire, par contre, c'est entre les parents. J'ai demandé est-ce qu'il y a des professionnels de santé et des non-professionnels de santé. Et là, par contre, oui, bien sûr, il y avait une différence. Les scores étaient meilleurs, les réponses, bien sûr, étaient beaucoup plus adaptées. Donc là, il y a pu y avoir une différence. Après, l'impact d'un biais de recrutement, en fait, c'est vrai que je voulais le dire et je n'ai pas dit. Les deux collèges où j'y suis allé, c'était des collèges privés. J'ai contacté tous les collèges de la communauté de Strasbourg et j'ai eu que des réponses des collèges privés. J'ai essayé d'avoir un public, mais finalement, on peut se dire privé, c'est nouveau faire des raccourcis, mais peut-être des parents un peu plus aisés, une prise en charge médicale un peu meilleure, donc finalement des représentations un peu meilleures parce qu'ils ont eu la chance, peut-être, on peut dire ça, d'avoir accès à des soins. Alors, statistiquement, je ne pourrais pas dire quel est l'effet d'un biais. De toute façon, statistiquement, honnêtement, avec des effectifs aussi faibles, c'est très difficile de pouvoir montrer quelque chose. Donc, malheureusement, les questions, je me les étais posées et j'aurais vraiment aimé vous répondre. Mais voilà, malheureusement, non. Ok, merci. Je... C'est qui ce courte cuisse? C'est un Euh, médecin?
C'est un médecin qui a été à l'origine des hôpitaux à Paris, des Ah, services de d'accord. pédiatrie. Ça remonte à quelques siècles, mais c'était Ah, intéressant, je trouve. oui, non, c'est vrai que on pose souvent la question aux chercheurs et ils savent pas trop répondre pourquoi on n'inclut pas les patients en dessous de 18 ans, quoi. C'est jamais. C'est vrai que c'est quelque chose qui pose question, surtout sur les lombalgies non spécifiques, mais dans plein d'autres recherches, ils sont jamais inclus. Donc c'est vrai que c'est étonnant, mais juste un petit point sur la législation, parce que c'est une vraie question que qu'Émile pose là sur la représentation. Est-ce qu'ils avaient mal ou pas mal? Si jamais je vois qu'il y a pas mal d'étudiants qui veulent peut-être continuer, parce que c'est tout l'intérêt de présenter ces mémoires-là et de pouvoir les creuser au niveau législatif. C'est possible hein, de poser ça. On peut le poser. Ça relève pas de la loi Jardé. C'est juste qu'il faut sécuriser les données, mais c'est faisable. Parce que j'avais contacté Ouais, monsieur le délégué à Ausus, mais on m'avait fait comprendre par la suite qu'il avait peut-être exagéré dans les interdictions. Donc, c'est ça. donc C'est voilà. juste qu'il faut protéger les données. Ça, on Mm, peut le faire. mm. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait été intéressant dans les représentations. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet-là. Moi, j'en ai une, du coup, tu as dû t'intéresser au programme M Tondo, tu en as parlé. Mhm. Oui. Et j'ai jamais lu là-dessus, mais il y a des évaluations qui sont faites de ce programme-là. Déjà, c'est qui finance et quel bilan ils en tirent après toutes ces années? Alors, au tout départ, ça fait maintenant quelques années qu'il y a eu, et on en entend beaucoup moins. Au tout départ, c'était les fédérations de parents d'élèves finalement qui ont monté le projet. Ça s'est beaucoup développé sur Paris au début, donc il y avait une formation spécifique. Il y a encore une formation spécifique. Alors, j'ai regardé le programme en soi. Le programme, ça passe par un logiciel interactif et c'est vrai qu'ils sont passés dans un mode où finalement tout était financé. Il y avait un logiciel, il y avait des posters et tout était à financer, ce qui a pu en freiner plus d'un. Et en fait, ils étaient uniquement axés sur comment se tenir assis et quel mobilier adapter. C'était les trois grandes parties. Et les évaluations, bah, c'est là où finalement j'ai beaucoup recherché et tout ce que j'ai trouvé, c'est un mémoire donc comme le note qui a montré qu'il y aurait un effet à court terme, mais on ne sait pas trop sur quel point. Donc finalement, j'ai même contacté des kinés qui étaient dans ce programme-là, qui ont dit on a lâché finalement assez rapidement parce que les écoles ne voulaient pas financer. Et donc, du coup, finalement, les retours sont assez minces. Quand on regarde sur Internet, les dernières publications, c'est 2007, 2008, le lancement du programme. Et après, c'est un peu mystère et boule de neige. On ne sait pas trop où ce programme a abouti et ce qu'il en est à l'heure actuelle. D'accord. Et dans le cadre maintenant du service sanitaire là, qui a été instauré par le gouvernement Philippe, est-ce que c'est des choses qui sont qui sont remis en discussion, les programmes d'éducation par rapport aux deux ou... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a 7 8 ans, on en parlait tout le temps, partout? Et alors, je comprends, il y a le financement, mais est-ce qu'il y a il y a d'autres choses qui rentrent en jeu? J'en sais rien. Moi, on m'a beaucoup parlé du financement parce qu'on m'a dit que ben, les financements, on sait qu'on est ric-rac un peu pour tout, donc c'était compliqué. On m'a souvent avancé donc le financement. Après, qu'est-ce qui a freiné la mise en place? J'en sais rien. Je sais que le service sanitaire, ben, justement au sein de l'IFMK, il y a des étudiants qui interviennent au sein des écoles, qui essayent en plus d'aller dans des quartiers un peu plus difficiles de Strasbourg, donc justement pour véhiculer ce genre de message-là. Donc, ça va peut-être changer. C'est vrai qu'il y a peut-être une transition qui va être refaite. Maintenant, il y a le programme de l'assurance maladie à viser des adultes. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut agir sur ce genre de questions. Donc, bonne question. Pourquoi ça ne se fait pas plus? Ça serait super intéressant. Je sais qu'il y a des kinés qui le font un peu de leur côté, mais souvent, c'est des actes un peu isolés. Et à part le programme M-Tondo qui a vraiment pris une certaine envergure, il n'y a aucun projet qui a été mené depuis. Ok, bah, donc des projets à venir pour les étudiants qui nous Tout à écoutent ou fait. les futurs professionnels. Et là aussi, on est hors loi Jardé, donc c'est faisable. On peut le faire sans que ça soit très compliqué par la législation. Ok. Alors, bah merci Josué.